Et en compagnie de M. Paul Anoekou, nous parlons de la police municipale dans la régulation de la circulation routière. Bonjour maître. Bonjour Thierry. Bonjour Monsieur Paul Anoekou. Alors le sujet il est là, hein, il est énoncé et annoncé, police municipale et régulation de la sécurité routière des transports routiers. Alors déjà, d'ores et déjà, hein, la première question que nos téléspectateurs voudront vous poser, c'est de savoir faire la différence entre la police municipale et la police nationale. Exactement. La police municipale et la police nationale sont deux acteurs de la sécurité qui œuvrent toutes deux au maintien de l'ordre public. À la différence que la police municipale va être ancrée dans ce que l'on appelle la police administrative. Elle va être plutôt à titre préventif, dans la surveillance, dans la protection des biens et des personnes, alors que la police nationale va avoir des pouvoirs de police générale qui va inclure déjà la surveillance et la protection des personnes, mais qui va aller jusqu'à les pouvoirs de police judiciaire, constater les infractions, contribuer à rechercher les auteurs et à faire appliquer la sanction pénale. Donc ça, c'est la différence fondamentale. La police municipale tient son autorité du maire, qui est le premier officier de police de la municipalité, de la commune. Et donc, forcément, elle est limitée au territoire du maire. Et puis, elle est limitée aussi au pouvoir très limité du maire en matière de police. Donc, voici un peu les principales différences. Alors, vu que nous parlons de circulation routière, est-ce que la police municipale a le droit de réguler cette circulation routière-là? Si oui, et comment? Oui, et tout à fait, parce que dans le code de la route, on n'a pas, je vais dire, attribué de façon exclusive la régulation de la sécurité routière à la police nationale. Et donc, nécessairement, la police municipale peut intervenir. D'autant que le maire lui-même aussi est un acteur de la sécurité routière. Et donc, ses pouvoirs peuvent être exercés par la police municipale. Donc, il peut forcément intervenir. Il faut faire attention à la notion de régulation, puisqu'on ne va pas aller jusqu'aux sanctions, aux infractions, comme je le disais. Donc, au cas par cas, on va voir quelle est la limite de la compétence de la police municipale, mais ils ont le droit d'intervenir dans la régulation de la sécurité routière, des transports routiers, dans l'organisation du trafic, de la fluidité du trafic, dans la gestion même des stationnements, c'est ce qu'ils font très souvent, c'est ce qu'on constate, dans tout ce qui va être lié à la réglementation provisoire, quand on veut barrer une voie pour faire une activité, quand on veut consacrer une voie peut-être à une manifestation. Donc tous ces pouvoirs-là sont de la compétence du maire et donc la police municipale va venir comme acteur pour surveiller et organiser la mise en œuvre de cette politique sur la route. Donc à partir de tout cela, comment pouvons-nous définir le statut des policiers municipaux, d'une part, et d'autre part, quelle est leur expertise véritable en matière de régulation de sécurité routière? Oui, la police nationale tire son autorité de l'État en tant que tel. Donc l'État, ils sont sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, alors que le policier municipal, on va dire, c'est un agent de la mairie. C'est un fonctionnaire local, c'est un agent de la mairie. Donc c'est le statut qu'il a en principe. Il faut le dire avec beaucoup de volume. Oui, mais bon, c'est un agent de la mairie investi des missions de police. Il ne faut pas qu'on l'oublie, oui. Voilà. Mais c'est un agent de la mairie, donc bien évidemment, il a cette limitation dans l'exercice de son pouvoir. La police nationale va, comme je le disais tout à l'heure, va cumuler les fonctions de police judiciaire, alors que la police municipale n'est pas un agent de la police judiciaire. Tant qu'un test spécial ne l'a pas décrété, le maire lui-même, il est officier de police judiciaire, mais pas ses policiers municipaux. Donc il va falloir être très précis, il va falloir être très clair. C'est un agent de la municipalité dédié à la sécurité publique, au maintien de l'ordre public, mais en se cantonnant à sa fonction principale qui est de surveiller, de protéger, de s'assurer que tout va bien, et s'arrête là. C'est un peu ça la grosse différence qu'il faut mettre en avant. Et parlons du second volet, leur expertise dans la pratique. Ils sont censés avoir l'expertise, puisque la sécurité routière elle doit être enseignée comme matière de base. Ils sont censés aussi avoir les ressources, puisqu'ils sont contrôlés par l'autorité administrative. Sauf que les tests sont clairs. Créer une police municipale, recruter des agents de la police municipale est très réglementé. Donc le nombre peut être restreint par rapport au budget de la municipalité et par rapport à la territorialité de leurs actions. Mais ils sont en principe armés, outillés pour éviter des mots qui choquent, pour assurer efficacement la sécurité routière. Il faut peut-être qu'ils se mettent à niveau parce que les tests ont beaucoup évolué, alors que la pratique sur le terrain n'a pas vraiment évolué. C'est vraiment à quel niveau qu'il y a ce gap à rattraper? On a tendance à croire que la sécurité routière va de soi. Et pourtant, depuis qu'on en parle, depuis le temps qu'on diffuse les inforoutes, on s'est rendu compte que c'est vraiment très réglementé, c'est vraiment très vaste. Et comme je disais, depuis 2015, la législation a constamment et beaucoup évolué.
beaucoup évolué en matière de transport. Dans la législation des transports, les chefs de service transport ont des missions de sécurité routière, des missions de régulation des transports. Et donc, il faut peut-être arriver à le mettre à jour. On va aussi arriver à le mettre à jour tout ce qui va être occupation de domaine public lié à la voirie. L'attribution des espaces pour les commerçants de bord des trottoirs nécessite vraiment qu'on puisse faire une mise à jour parce que c'est le commerçant qui s'installe, il s'installe très souvent sur instruction ou bien sous tolérance de la mairie. Donc, il faut vraiment actualiser cette mise à jour-là. Et puis, dans leur formation, il faut arriver à leur faire comprendre la frontière entre la police administrative et la police judiciaire, puisqu'ils sont amenés très souvent à constater des infractions. Et ce constat des infractions-là, depuis 2015, avec la réglementation même qui régit la police municipale, institue une obligation de collaboration avec la police nationale et la gendarmerie nationale. Donc, il faut vraiment arriver à expliquer à chacune de ces institutions-là le champ de compétences. Et c'est là que quand je parle des mises à jour de leur formation, de leur expertise. Vous avez parlé de précision tout à l'heure. On va rester dans cette précision-là et demeurer dans le caractère informatif même de cette émission. Pour plus de compréhension, pour le téléspectateur qui nous regarde, c'est quoi les véritables missions de la police municipale ou d'un policier municipal? La police municipale, je reviens à la première définition, est dans la police administrative. Oui. Donc la mission, c'est assurer la tranquillité, la salubrité et l'ordre public. Donc c'est ce qu'il va faire en premier. Ça, c'est la mission de police à la base. Je veille à ce que la situation soit assez sécurisée, assez sûre pour les populations et pour leurs biens soient protégés. D'accord? Ça, c'est la première mission qu'il va faire. En matière de sécurité routière, cette mission-là va constituer à gérer tout ce qui va être espace aménagé pour la circulation. Donc tout ce qui va être propriété de la voie, c'est la police municipale qui va veiller à la propriété de la voie, qui va veiller à tout ce qui va être aussi dans le milieu du transport, pas des cas de stationnement, aux habilitations des transporteurs, à créer des gares routières, à circuler les gares routières, je veux dire communales, puisqu'il peut y avoir des gares routières étatiques. Donc, il va même arriver à gérer des fourrières municipales par rapport à certaines infractions pratiques. Donc, ils ont suffisamment de moyens. Ils vont aussi être dans tout ce qui va être la gestion de... comment je vais dire ça? La fluidité, c'est là que je voulais arriver, la fluidité du trafic. Très souvent, on ne les voit pas. Ils peuvent jouer un rôle important, ils peuvent, en collaboration avec la police municipale, contribuer à alléger ces embouteillages monstres sur les voies parce que, bien évidemment, ils sont habilités à le faire. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, on voit très souvent des gens non autorisés à réguler la circulation. Ils ont ces missions-là. Et donc, bien évidemment, ils ont beaucoup d'activités à mener en collaboration souvent avec la police judiciaire lorsqu'il va s'agir de constater une infraction. Justement, au titre des prérogatives des policiers municipaux, on remarque souvent des vérifications de pièces pêle-mêle. Est-ce que véritablement ils sont investis de cette mission-là en d'autres thèmes? Quelles sont les limites de leur action? Je vais commencer par dire non d'abord avant de nuancer. Le contrôle d'identité est un acte assez sérieux, assez complexe, qui mérite d'être exécuté dans le respect des libertés fondamentales et bien évidemment sous réserve de tout ce qui va être lié à la police judiciaire. Donc, en principe, le policier municipal n'est pas autorisé à demander le permis, n'est pas autorisé à demander à voir les pièces du véhicule. Bien évidemment... Les parkings sont partagés, pour ainsi dire. C'est tout à fait clair, parce que le contrôle d'identité, surtout quand il va être lié à une infraction, c'est-à-dire que vous estimez qu'il a viré le feu. Par contre, quand vous avez le pouvoir, par exemple, quand je parlais de stationnement, vous avez le pouvoir de demander s'il s'est acquitté de sa taxe de stationnement, et que vous voulez vous assurer que le nom sur la taxe de stationnement correspond à son nom sur le permis, vous demandez, c'est juste une vérification. Vous ne contrôlez pas si c'est l'auteur d'une infraction, si c'est l'auteur du... Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Le contrôle d'identité, il est très réglementé et il appartient en premier lieu à la police nationale. Il faut vraiment y insister. Okay. Alors, que faire en cas d'abus? Bon, en cas d'abus, la première réaction qu'il faut avoir, c'est que c'est un agent de police. Parce que c'est pas, j'ai dit un agent de la mairie, on s'est limité à ça, c'est un agent de la police. Donc, évitez de l'offenser, parce que vous risquez d'être dans une infraction, offense à un officier, enfin un agent de la police dans l'exercice de ses fonctions. D'abord, évitons de l'offenser. Il est un agent de la police, il est investi de pouvoir de police, donc il est en train de faire. Il faut essayer vraiment de s'assurer qu'il y a un abus. Il faut d'abord documenter. Il faut lui demander qu'il vous donne plus d'informations sur ce qu'il revendique, sur l'infraction, et même lui demander de justifier ses pouvoirs. Parce qu'en matière de police judiciaire, on doit quand même suffisamment informer l'auteur de ces infractions. On va souvent dans des films, vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit. C'est quasiment pareil chez nous aussi. Il faut qu'il vous dise clairement ce qu'il vous reproche. Et quand vous serez très bien informé, vous allez exercer les recours qui s'imposent.
soit un recours devant puisque c'est la police municipale, l'agent de la mairie, donc un recours devant l'autorité administrative, soit un recours devant l'autorité judiciaire en fonction de ce qu'il va vous reprocher. Et donc c'est là, à partir de ce moment-là, une expertise entre en ligne de compte. Il faut savoir comment exercer ce recours et bon, bien évidemment prendre conseil auprès des personnes expérimentées pour le faire. Alors, dans le déploiement de leurs actions, on remarque souvent des poses de sabots. Est-ce qu'ils sont investis de cette prérogative-là? Et sinon, pourquoi? Ou si oui, pourquoi? Là aussi, c'est un peu complexe parce qu'on confond deux éléments. On confond la gestion des parkings, qui peuvent être des parkings privés, où je contrôle l'espace en tant qu'espace de la mairie, et on confond l'immobilisation du véhicule et la mise en forêt, qui sont des sanctions pénales, et qui ne peuvent être appliquées qu'à la suite d'une procédure judiciaire. Donc, quand le policier municipal vient poser les sabots, s'il pose les sabots parce que vous êtes en stationnement interdit, un stationnement irrégulier, il n'est pas habilité à le faire. Mais dans la pratique, le maire il est habilité à poser les sabots. Donc il faut qu'on soit sûr que le maire a autorisé la pose de ces sabots-là. Il délègue un peu ses pouvoirs. Il délègue ses pouvoirs, mais en fait, en la matière, il ordonne la pose des sabots. Donc le document qui prouve qu'on a posé les sabots doit venir de l'officier de police judiciaire. À défaut du maire, d'autres officiers de police judiciaire vont intervenir. L'OPJ va intervenir. Donc soit il va avoir l'autorisation de cet OPJ-là pour poser. Donc, très souvent, on les voit, ils se baladent avec les sabots et puis ils le posent à tout va. Mais en principe, avant de le poser, il doit d'abord constater qu'il y a un stationnement irrégulier. Donc là, il est en train de faire la police judiciaire, ce qui n'est pas habilité à le faire. Donc, il appelle son OPJ, qui est le maire, l'agent au maire, ou bien il appelle l'OPJ avec qui il collabore, qui peut être au commissariat le plus proche, pour dire, je constate une infraction, je veux poser des sabots pour immobiliser. Et bien évidemment, ça se donne de façon verbale. Donc, très souvent, on abuse un peu, ça se donne de façon verbale. Mais quand il a posé que vous voulez contester, vous devez vous assurer qu'il a respecté la procédure. En matière de procédure judiciaire, enfin, procédure pénale, lorsqu'il n'a pas respecté la procédure, la pose est nulle. Par contre, il faut éviter de se faire justice soi-même, parce que des fois, j'ai vu des gens qui viennent, qui démontent les pneus avec les mains dans le coffre, ils disparaissent avec. Mais c'est une infraction que vous avez commise. Donc, il va vous justifier en quoi vous êtes en infraction. Bien évidemment, quand je parle de stationnement interdit, c'est limité. On stationne pas, on n'interdit pas le stationnement comme ça. Le code de la route va indiquer des endroits où il est interdit de stationner, dans les virages, dans les pentes. Et bien évidemment aussi, le code va vous dire, lorsque vous voulez interdire le stationnement, vous devez poser la signalisation qu'il le faut. Donc si vous n'avez rien de tout ça qui vous pose un sabot, évidemment, il est en tort. Et puis bon, vous, comme je l'ai dit, vous évitez de l'offenser, vous essayez de trouver la procédure adéquate pour contester. Alors, procédure adéquate, vous allez nous dire, parce que quand on part, par exemple, au plateau, on a peut-être des voitures qui sont alignées comme ça, et parmi ces voitures, il y a seulement 2 qui ont des sabots. Le critère de sélection. Voilà, le critère de sélection, qu'est-ce que c'est? Parce que faut vraiment... C'est par quoi ou c'est par quoi? Mais oui, il faut vraiment le dire aux téléspectateurs, parce que vraiment, on est tous victimes de ce genre de choses. Vous avez été choisi? Ben oui, quand même. Hein. On est tous victimes de cette sélection discrétionnaire, parfois abusive. Seul l'officier peut vous dire pourquoi il a sélectionné 2 véhicules et non les autres. Ça, je pense qu'il peut vous le dire. Parce que... souvent, je pense qu'il regarde la marque de la voiture. Pourquoi moi et pas lui? Je pense que des fois aussi, on fait beaucoup d'abus. C'est pas parce qu'il est garé que moi, je peux garer à côté. Oui. Comme je dis, il peut être en infraction. Et il peut peut-être bénéficier d'une exception, je ne sais pas quoi. Là, c'est la providence, c'est la providence. Mais je suppose qu'il faut vraiment qu'ils nous disent. Parce que le principe du stationnement interdit, c'est que vous ayez vu l'interdiction de stationner. Oui. Donc, si vous ne voyez pas qu'il pose... Donc, c'est de l'arbitraire. Ça peut être de l'arbitraire. Ça peut être une nuance. La signalisation n'est imposée que lorsqu'on n'a pas de doute. Le code interdit de stationner à certains endroits. Donc, si vous êtes garé là, qu'il sait que vous êtes stationné à cet endroit, il ne faut pas contester. Mais tant qu'il ne justifie pas que vous êtes en stationnement irrégulier, je veux dire que son opération de pose sabot, il est irrégulier lui-même aussi. Donc... Mais justement, dans la même veine, quand on constate qu'il n'est pas en droit de nous apposer ce sabot-là, quel recours avons-nous finalement? Parce qu'on reste là à parlementer pour pouvoir retirer le sabot et partir. Donc quel recours véritablement on a? Je pense que c'est parce que beaucoup d'Ivoiriens aiment parlementer. Mais là, je sais qu'on a une décision de justice assez intéressante qui a été rendue par la plus haute cour de justice, à l'époque c'est la Cour suprême, la Chambre administrative, qui a été claire. Il y a une dame qui a eu le courage de laisser sa voiture, d'aller porter plainte, qui a suivi ces années de procédure jusqu'à ce qu'elle arrive à obtenir ce qu'elle veut et qu'elle soit dédommagée. Je dirais qu'elle a démontré qu'il n'avait pas le droit de poser le sabot. Il y a une jurisprudence. Bien évidemment, une jurisprudence de la haute cour. On a un fondement légal. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis de réorganiser la police municipale parce qu'on prend le décret en 2015. Il a fallu que des gens soient audacieux, qu'ils aient envie de faire valoir leurs droits et qu'ils démontrent qu'il y a des abus. Il y a beaucoup d'abus.
Rien que le PV qu'ils vous donnent pour le sabot, il est irrégulier en soi-même. Et rien que l'amende qu'ils vous font payer, même, il est régulier aussi. Le PV aussi émane d'une imprimerie homologuée par la mairie. J'ai été surpris de voir des PV avec des stickers. Alors que c'est une procédure judiciaire, ce n'est pas un PV, ce n'est pas une facture qu'on vous donne, c'est une procédure verbale d'infraction. Il y en aura tant à dire sur ce sujet. Merci, M. Ekou, d'être passé aujourd'hui encore sur le plateau de Matin Bonheur.